Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un podcast, j'aimerais m'attarder non sur une sortie récente, mais plutôt faire un petit retour sur une œuvre dont j'avais depuis longtemps envie de vous parler sur la chaîne, de vous intimer à découvrir, mais j'avais pas eu forcément l'occasion, et là, comme ça, au débeauté, je me dis bah tiens, pourquoi pas vous en parler l'espace de quelques minutes, vous donner envie de le découvrir, parce que je trouve le film particulièrement intéressant, et il me semble trop peu connu, et il faut absolument aller découvrir la chose, parce qu'il y a plein de trucs assez fascinants. Donc je me propose ici, l'espace de quelques instants, de vous proposer une présentation globale, pour vous donner envie déjà d'y aller, et puis proposer quelques petites pistes d'analyse et de réflexion qui, je l'espère, vous plairont fortement. Il sera donc question ce soir de The Void, sorti en 2016 et réalisé par Steven Kostanski et Jeremy Gillespie. Deux auteurs moi que je connaissais pas à la base. Alors Steven Kostanski, je l'ai vu plus tard, j'ai vu deux films, un court-métrage issu de l'anthologie ABCs of Death 2 pour le coup, et j'avais vu aussi au Festival du film fantastique de Gérardmer, donc il y a 2 ans lors de son édition dématérialisée, mais depuis le film est sorti en DVD, Psycho Goreman, qui est un film vraiment très très chouette, très rigolo. Il y a des défauts dedans, mais je trouve qu'il y a un capital sympathie très très fort. Et c'est un petit peu la chose que je pourrais un petit peu faire du lien directement avec The Void, c'est que c'est un film qui a plein de défauts, qui a pléthore de défauts, et je pense que si vous êtes un petit peu averti, vous allez vite les déceler. Cependant, je trouve que finalement la balance fait que, la balance, on va dire défaut-qualité, fait qu'il y a tellement de qualité, c'est tellement débordant d'amour et de passion, à l'image de Psycho Goreman, que de tous les cas, ça remporte la mise. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et moi, c'est un film, pour le coup, pour revenir à The Void, mais il en est de même pour Psycho Goreman, c'est des films que je ne peux m'empêcher de mater le sourire aux lèvres et d'y voir un vrai petit bonheur cinématographique dans sa sincérité, dans son humilité, dans sa passion, sa envie de transmettre quelque chose qui fait que pour moi, voilà, fondamentalement, ça m'emplit le cœur de bonheur. Ce qui vous étonnera, peut-être, ou pas d'ailleurs, étant donné que les films sont des films particulièrement graphiques, goras, cradingues, mais en même temps, voilà, je pense que vous me connaissez maintenant et vous savez ce qui emplit mon cœur, encore une fois, de bonheur. Donc The Void, pour revenir à celui-ci, ce qui me semble déjà fondamental, c'est qu'il y a pléthore d'influences à la base qui ne peuvent que, pour ma part en tout cas, me titiller. Et je pense que si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, on a des références communes, et je pense que tout cela peut vous titiller. Carpenter, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, évidemment, qui est une base fondamentale, qui est quelque chose dont il fait référence continuellement. Alors, pour revenir vite fait sur les références, c'est peut-être parfois le défaut du film, c'est-à-dire qu'il se fait parfois écraser par la référence. Ceci étant dit, ce que je trouve intéressant, c'est que même si les références sont multiples, le film, dans une certaine mesure, parvient à trouver quelque chose, à trouver un équilibre, et à trouver une voie à lui, quand même, malgré tout. Même si, quand vous allez regarder la chose, vous êtes en terrain connu. Ça fait que l'ensemble n'est pas totalement original, mais encore une fois, je trouve que il trouve tout de même sa voix. Ceci étant dit, voilà, vous allez toujours être quelque part, et c'est ça qui est aussi agréable, dans une sorte de cocon quand même. Il y a quelque chose de très doudouesque, si je puis dire, dans ce film-là quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je parlais de Carpenter, je reviendrai donc sur Cronenberg évidemment, je pense, et dans cependant body horror, évidemment, le film va aussi et surtout vers Clive Barker. Il y a du Fulci aussi, notamment à l'aune du final, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et tout ça baigne, mais parce que finalement ce sont des références, un référentiel qu'ont les auteurs que sont Carpenter, Cronenberg, Barker, etc. Vous allez trouver en fait la base qui est ce truc Lovecraftien, parce qu'il y a aussi ça qui est présent tout du long. Alors au-delà du côté finalement, si vous voulez, monstre tentaculaire, parce que il y en a, mais globalement voilà, on baigne dans ce truc-là, dans ce bain Lovecraftien, mais qui en même temps a irrigué tout un tas de références cinématographiques. Et je viens pour le coup, je le disais, à Carpenter, Cronenberg, Barker et Fulci, qui sont, je pense, à mon avis, les trucs fondamentaux qui basent un petit peu tout ce projet. Alors, narrativement, c'est relativement simple. On suit donc un jeune policier, un petit peu maladroit, qui va se retrouver confronté, lorsqu'il est en train de sillonner les routes de nuit, à un homme ensanglanté, un peu étrange, qui a l'air un petit peu perdu, et il va le ramener aux urgences à l'hôpital. Et c'est là que va se passer le plus clair de la narration, pour pas dire la totalité de la narration. On va rencontrer tout un tas de personnages qui sont dans cet hôpital, en train d'attendre, le médecin, les infirmiers et infirmières, vous avez une jeune femme qui est enceinte avec son grand-père qui l'accompagne. Bref, on a tout ce groupe d'individus qui va se retrouver là-dedans. Alors, les personnages, c'est intéressant parce qu'ils sont suffisamment bien croqués pour qu'on puisse finalement, malgré le fait qu'on les voit
assez peu, ils n'ont pas forcément tous beaucoup de temps d'écran, on arrive quand même assez aisément à les saisir, à savoir ce qu'ils sont, et puis finalement à avoir de l'empathie qui va se développer pour eux au fur et à mesure du récit. Donc on arrive dans cet hôpital-là, et qu'est-ce qui va se passer ? L'hôpital va se trouver cerné par d'étranges individus encapuchonnés et portant à la place du visage un triangle sombre. Et dès lors que nos protagonistes essaieront de fuir l'hôpital pour pouvoir trouver de l'aide, ils vont se retrouver donc confrontés au comportement particulièrement agressif de ce groupe d'individus. Et en parallèle, à l'intérieur de l'hôpital, moult phénomènes étranges à base de monstres tentaculaires vont commencer à faire rage. Première chose très référentielle et qui ramène pour le coup directement à Carpenter, c'est que le film est un film d'assaut. Je vous rappelle que Carpenter avait ce thème obsessionnel de l'assaut qui lui vient certainement de son amour du western, notamment de Rio Bravo, de Howard Hawks et de Howard Hawks de manière globale, qui n'a cessé de décliner pendant toute sa carrière, c'est-à-dire de Assaut pour le coup en 76, qui est un film d'assaut, où ces personnages dans un commissariat qui sont agressés de toutes parts par d'étranges individus sans identité véritable qui fondent sur le commissariat pour l'attaquer. On a un petit peu cette idée-là, je reviendrai sur l'idée aussi de cette masse informe qui vient d'extérieur, sans visage, de cette menace, de ce mal abstrait qu'on retrouve aussi ici. Et pour le coup, vous avez cette idée de l'assaut, alors Carpenter l'a décliné en toute sa carrière comme je le disais, c'est-à-dire qu'on empêche quelque chose de rentrer, The Thing c'est plutôt on empêche quelque chose de sortir, donc il s'est amusé à triturer un petit peu le concept au travers de toute sa carrière, sans jamais d'ailleurs au passage faire un véritable western, même si dans tous les films de Carpenter, il y a fondamentalement du western tout le temps. Donc de Assaut, je dis en 76, jusqu'à Ghost of Mars, qui est aussi un western, pour reprendre vraiment un petit peu l'ensemble de sa carrière. The Thing ne fait pas exception à la règle non plus, puisque c'est fondamentalement un film d'horreur avec une forme de structure de western. Donc l'assaut est toujours présent, et là on a affaire à un pur film d'assaut. On a des gens à l'intérieur d'un lieu clos, et qui va être agressés de toutes parts par, pour le coup, et pour revenir à Carpenter, à une sorte de menace abstraite, à un mal abstrait, à un mal sans visage, qui est un truc très très présent aussi chez Carpenter, avec, je prends aussi un autre film auquel pour le coup ressemble énormément de Void, c'est Prince des Ténèbres de Carpenter, où vous avez aussi ces SDF qui entourent le lieu, l'église dans lequel sont réfugiés les personnages principaux. Donc vous avez exactement ça, et ça se rapproche énormément de ça. Là vous avez cette secte, parce que c'est une secte, c'est vrai que j'ai pas dit dans le cadre du synopsis, mais cette secte sans visage, puisque pour le coup ils sont tous, je le disais tout à l'heure, encapuchonnés, on ne voit jamais leur visage, on n'entend pas leur voix, c'est vraiment, il y a quelque chose de fondamentalement abstrait, un petit peu dans la mesure où l'était Michael Myers, ce visage blanc, sans expression, comme là on n'a pas d'expression puisqu'on ne voit pas le visage. Et donc on a ce mal qui est introduit dans une certaine mesure à distance, qui est extrêmement froid, qui est extrêmement abstrait encore une fois, qui est une forme de mal absolu. Donc on a ce mal extérieur, on a cette manière, cette topographie et finalement cette scénographie qui est fondamentalement carpenterienne. Deuxième chose, et qui permet justement de lier à Carpenter et à Lovecraft, duquel Carpenter a fait multi-itérations dans une certaine mesure officieuse. Pour revenir sur l'Entre de la folie, c'est le cas, The Thing, qui dans une certaine mesure pourrait être une sorte d'adaptation un petit peu officieuse, ou presque une adaptation officieuse en tout cas, des Montagnes hallucinées, sur plein de points. Là, vous avez effectivement ce fond Lovecraftien. Alors c'est quelque chose qui a développé à travers l'histoire, parce qu'il y a toute une diégèse en fait qui se développe, alors sans se développer véritablement, c'est à vous un petit peu de faire le parcours, notamment dans l'ultime plan du film quand même, qui ouvre sur quelque chose de fondamentalement cosmique. Il y a quelque chose de l'horreur cosmique à plein de moments, vous avez plusieurs plans dans une sorte d'espace, de sorte de vide, qui est fondamentalement horrifique et cosmique, tel que l'était l'horreur cosmique chez Lovecraft. Et puis vous avez finalement des itérations monstrueuses qui font très Lovecraftiennes évidemment. Alors ce qui est intéressant justement, et ce qui fait écho d'ailleurs à The Thing de Carpenter aussi, parce que vous avez ces monstres pour le coup, qui sont cet amoncellement de tout plein de mutations, puisque les personnages qui sont contaminés, parce qu'il y a cette idée de contamination un petit peu comme The Thing aussi, qui est à l'intérieur du truc, il faut pas non plus laisser sortir aussi, mais il y a cette menace extérieure qui aussi enserre les personnages, et c'est hyper intéressant parce que vous avez des visuels qui ressemblent, alors malheureusement on n'a pas le génie de Rob Bottin, évidemment, ce qui fait que ça joue un petit peu à la défaveur du film parfois en termes d'effets spéciaux, même si ce qui est génial c'est qu'on est sur des effets spéciaux purement pratiques de plateau, et ça c'est hallucinant, il y a très très peu de numérique, et ça c'est un pur bonheur. On a vraiment des monstres crades, concrets, qui sont là, dont on sait qu'ils sont avec les acteurs si je puis dire, contrairement au CGI qui finalement déréalise,
beaucoup plus que de raison le monstre. Là, on a un monstre qui est très concret. Alors, ça a tous ses défauts, c'est-à-dire qu'on n'a pas, comme dans The Thing, Dean Cundey, par exemple, la photographie, qui fait qu'on a un travail de photographie et puis de lumière qui est assez dingue et qui permet justement qu'on voit pleinement et bien la créature sans en voir justement les trucages, si je puis dire. Là, pour le coup, pour ne pas en voir, on a souvent une caméra qui est un petit peu maladroite, on a beaucoup de plans extrêmement serrés, d'extreme close-up, donc des plans très très serrés sur la créature qui fait qu'on a du mal à l'indistinguer, et c'est pas forcément très bien maîtrisé, comme par exemple maîtrise Ridley Scott dans le premier Alien, où justement on montre plein de parties en gros plan de la créature, et l'idée d'Alien qui fait que la créature, à l'époque, en tout cas en 79, était indéterminée, c'est qu'on montrait tout un tas de parties et on n'arrivait pas à reconstituer le tout. C'est ça qui faisait, on avait des parties qui étaient déterminées, ou en tout cas qui étaient des sortes de parties du corps humaines, si je puis dire, perverties. On reconnaissait des choses, on reconnaissait des formes. Donc il y avait quelque chose d'un peu déterminé dans ces trucs-là, mais qui était de fait perverti et qui en plus, parce qu'il était montré de diverses manières cachées, souvent on jouait sur la suggestion, mais aussi sur ces gros plans très serrés qui nous permettaient encore une fois de voir les parties, on n'arrivait pas à reconstituer le tout, on avait une sorte de puzzle impossible, de puzzle dont le résultat, l'image finale n'était pas déterminable, donc c'était très compliqué à déterminer. Ici le problème c'est qu'on a effectivement ces gros plans, on a très peu de plans généraux parce que effectivement c'est plus compliqué, on a un travail sur la lumière qui est un peu plus difficile aussi à faire, on n'arrive pas véritablement à cacher, donc pour cacher on est dans la pénombre mais on voit pas toujours ce qui se passe, ce qui fait que les affrontements avec les monstres un peu plus volumineux, c'est un peu plus compliqué, évidemment, et c'est pas toujours très très lisible, mais en même temps il y a une vraie envie de bien faire, et les créatures sont visuellement quand même assez spectaculaires, on a de la tentacule, c'est assez crado, assez craspec, et au-delà des créatures, on a tout un tas d'effets gore hyper chouettes, et pour le coup les effets prosthétiques sont vraiment hyper réussis, hyper convaincants, et c'est crado et en même temps très jouissif. Donc Lovecraftien aussi, puisque je parlais de cette horreur cosmique, le film à son terme, dans sa dernière partie, dans son troisième acte, et notamment dans son climax, et qui est une ouverture, fondamentalement une ouverture diégétique, nous propose tout un univers. Et comme j'ai Lovecraftien, et pour revenir à quelqu'un d'autre qui s'est beaucoup inspiré de Lovecraft, on parlait pour le coup de Carpenter, mais quelque chose de très barkerien aussi dans le film. On a un Cénobite, c'est-à-dire que très clairement, on a une itération du Cénobite avec un personnage, je ne vous révèle rien, j'essaie de rester très très flou quand même, mais de vous donner envie à travers tous ces détails et toutes ces références qui sont de bon goût, et dont le réalisateur a bon goût d'aller chercher, en tout cas ces petites références, d'aller piocher à gauche à droite. On a un Cénobite à la fin, fondamentalement, avec une créature, d'ailleurs il y a un plan, au passage vous verrez à la fin, lorsqu'un personnage s'enfuit quelque part, avec un mur qui se referme et il est poursuivi par une créature. On est très très proche aussi de la fin du premier Hellraiser de Clive Barker. Donc il y a ce truc là, et puis bon, je te le disais tout à l'heure, le film est très physique, très viscéral, très glauque, très concret, et il y a quelque chose aussi, il y a un fond, un filigrane, quelque chose de profondément sexuel, et qui amène aussi, qui convoque tout un tas d'éléments spirituels, religieux, etc., et de perversion de tous ces éléments et de tous ces concepts religieux mythologiques. Et il y a la création d'une véritable mythologie derrière, alors encore une fois qui est très sous influence, mais il y a tout ça, et on est très proche de Clive Barker sur ce point-là aussi, et ça qui est absolument fascinant. Il y a quelque chose de très ésotérique, de très occulte, qui ramène en tout cas à ce que Barker propose, un truc qu'on trouve chez Barker que moi j'aime énormément, et qui moi nourrit énormément mon imaginaire, qui me ramène justement à un truc que moi j'aime énormément actuellement aussi dans toutes les mythologies transmédia, et notamment ce qu'on trouve dans les mythologies internet, et je vous conseille d'aller voir un petit peu de ce côté-là si ça vous intéresse, cette idée que derrière les murs du monde, il y a quelque chose d'autre, il y a un autre univers planqué derrière les murs du monde, profondément maléfique, profondément occulte, ésotérique, et moi c'est un truc qui me fascine fondamentalement, que derrière la réalité, derrière les murs de la réalité, il existe une autre réalité. Je trouve qu'en termes d'horreur, alors c'est très Lovecraftien pour le coup, puisque justement, peut-être que cette perception qu'on pourrait avoir de ce qu'il y a de l'autre côté de la réalité, derrière les murs de la réalité, ne peut être atteinte que par le prisme de la folie, par une perception déviante de la réalité, qui permettrait peut-être de découvrir ce qu'il y a derrière, et le traitement de la folie aussi, très Lovecraftien et aussi présent dans The Void. Je parlais des mythes d'internet, c'est fondamentalement ce qu'on trouve dans tout le questionnement des backrooms en fait, et il y a vraiment cette idée là aussi que derrière la réalité se trouve quelque chose. Alors là on a une porte pour le coup qui n'est pas une porte rectangulaire mais une porte triangulaire qui permet d'amener dans cet autre univers et qui nous permet de nous amener, et c'est ça fondamentalement la fin, et là je vais un tout petit peu spoiler si vous voulez, bon je fais une mini zone spoil, donc allez voir le film de toute façon parce que moi je trouve que c'est un film hyper étonnant. Moi, c'est un film pour lequel j'ai un attachement émotionnel extrêmement fort.
C'est un film que je vois très très souvent, The Void. Mais pour le coup, voilà, vous avez, et là je spoil un tout petit peu, la fin du film, quand je parlais d'horreur cosmique chez Lovecraft, ce portail ouvre vers une réalité derrière la réalité, derrière les murs de la réalité, qui est fondamentalement cosmique, qui amène dans un autre monde, univers, on ne sait pas vraiment si on est dans l'espace, autre part, loin, qui a une porte qui nous emmène vers une autre planète, ou vers un autre univers, une autre dimension. En tous les cas, on a ce plan final, et c'est là un petit peu je vais spoiler, puisque j'ai parlé donc de Barker, de Carpenter, mais je pense qu'il est aussi important de parler de Fulci, avec ce plan final que vous découvrez à la fin donc, de The Void, qui ramène à ce vide extrêmement angoissant, extrêmement vertigineux, profondément cosmique, qu'on retrouve à la fin de l'au-delà de Fulci. Et ça j'aime énormément. Alors Fulci, ça entretient tout plein de liens avec Fulci aussi, parce qu'on a cette approche du gore extrêmement, encore une fois, concret, mais qui distille une sorte de poésie extrêmement macabre, qui est à la fois dérangeante mais très très belle aussi. Alors bon, évidemment le problème du film, je disais tout à l'heure, c'est par rapport à l'éclairage qui fait que cette poésie macabre, on n'arrive pas toujours à la saisir, tant elle est perdue parfois dans la pénombre. Alors la pénombre sert le film, je veux dire, le travail de la lumière est intéressant, parce que finalement il est cohérent, et ça fait partie de la note d'intention du film, de jouer sur cette idée de void, de vide ténébreux. Évidemment il y a ce truc là. Mais voilà, fondamentalement, on voit très souvent que c'est souvent un cache-misère pour à certains moments. Il n'empêche, encore une fois, que tous les effets prosthétiques, je disais tout à l'heure, sont assez géniaux. Et c'est vrai, pour revenir sur Barker, et je reviens après sur Fulci aussi, je vous dis ça un petit peu comme ça me vient, et aussi comme j'ai envie de vous en parler avec passion. Mais il y a ce truc-là aussi qui est intéressant. Je parlais de Barker et de la question de la sexualité, des altérations du corps, de la manière dont on va mutiler son propre corps, ce qu'on avait dans tout le discours BDSM qu'il y avait dans Hellraiser. Là, vous avez tout un passage aussi dans un sous-sol. Alors, c'est bien que je fasse dans la partie spoiler, mais vous avez des drogués en fait qui ont servi de vaisseau pour ouvrir la porte, enfin plutôt de clé pour ouvrir la porte de ce vide qui amène vers cet autre univers dont je parlais juste avant, et qui sont utilisés par la secte, qui les regardent avoir des rapports sexuels. On distille l'idée que ça a pensé, on était fait sous l'effet de la drogue, et qu'il y avait de la violence, en même temps que sexualité, violence se mêlait, Eros et Thanatos, et il y a toute cette découverte à un moment donné de tout un tas de créatures qui ont muté, qui semblent avoir muté après justement, et qui sont, on le dit, ces camés qui sont transformés progressivement en monstres, et qui ont tout un tas de difformités physiques, d'éléments à la limite métalliques mixés avec leur corps. Vous avez ce visuel notamment qui est, je trouve, assez intéressant et assez dérangeant, avec ce premier monstre qu'on voit qui est en train de s'encastrer le visage dans une sorte de gros tube en métal, et il y a ce côté quasiment sexuel d'aller et vient de cette pénétration de cet objet en métal dans son crâne qui est vraiment très très bizarre. Il y a plein de petites trouvailles assez malsaines et assez dérangeantes, qui sont des images, d'autant d'images un peu sidérantes en fait, parce que moi ce que je recherche dans le cinéma d'horreur, c'est plus fondamentalement la peur, mais la sidération, et je trouve que le film arrive à certains moments à toucher ces petits moments de sidération. Et je reviens justement sur le final, qui arrive dans ce visuel assez étrange, assez vertigineux, à produire une forme de sidération. Et je parlais de Fulci tout à l'heure, moi la fin de l'au-delà est une fin qui me marque énormément, je trouve ce plan final absolument vertigineux, et il y a vraiment cette idée d'instaurer une sorte d'infinité diégétique, cette idée de vous amener vous-même à vous promener et à imaginer ce qu'il y a au-delà des limites que le cadre me propose, avec cet univers qu'il m'ouvre. Et je pense un petit peu à la même chose à la fin du Prince des Ténèbres aussi de Carpenter, où il y a aussi ça dans une certaine mesure, avec cette traversée du miroir qui mène vers une sorte d'abîme, de vide, de void, pour reprendre cette idée-là, que je trouve assez terrifiant, assez vertigineux, et qui, par rapport à mes propres angoisses, en fait, fonctionne très bien, puisque moi, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous parlais des backrooms, et je vous conseille de découvrir un petit peu toute cette mythologie des backrooms que vous trouvez. Vous avez une chaîne YouTube que je vous conseille, qui a fait son petit effet il y a quelques temps avec une vidéo absolument passionnante, et l'excellent youtubeur Feldup en a fait justement une vidéo. Donc si vous n'avez pas forcément envie d'aller voir la web série de Kane Pixel, puisque je vous cite quand même Kane Pixel, je mettrai le lien en description, allez voir la vidéo de Feldup qui résume un petit peu ça. Et Feldup avait fait d'ailleurs une vidéo sur les backrooms. Je trouve finalement tout ce truc assez vertigineux de vous dire qu'on pourrait à un moment donné, que la réalité pourrait glitcher, qu'on pourrait basculer. Alors là on parle pas fondamentalement de glitch de la réalité dans le cadre de The Void, mais d'un passage qui permettrait d'arriver vers d'autres réalités cosmiques, là pour le coup ici, au sens Lovecraftien du terme. Donc c'est absolument fascinant comme film. C'est un film qui est finalement encore une fois plein de défauts, et j'ai pas envie de les proposer ici parce que je vous laisserai justement les appréhender vous-même. J'avais envie de vous témoigner un petit peu de toutes les qualités que je trouve dans ce film-là, et c'est un petit peu cette vidéo, ce podcast est pour moi un petit peu une déclaration d'amour à ce film que j'aime profondément, vraiment.
pour tous ses côtés, gore, viscéraux, mais en même temps fondamentalement poétique, pour tout son référentiel, carpenterien, Cronenbergien dans une certaine mesure, Barkerien, et vous savez combien j'aime Clive Barker, Lovecraftien évidemment, mais encore une fois Lovecraft est une toile de fond, si je puis dire, un petit peu, je dirais même toile de fond, c'est pas forcément le meilleur mot, est un fondement de toutes ces choses-là, ça fait partie des piliers de tout ce fantastique-là qui va émerger de ça. Donc pour moi, c'est un grand petit film fantastique. Je vous parlais des personnages, parfois évidemment ils sont un petit peu esquissés rapidement, on a pas mal d'archétypes qui parfois basculent dans le cliché, ce qui peut être un peu problématique parfois narrativement. Le film a ses soucis, je vous le disais tout à l'heure, notamment dans sa gestion des ténèbres, de la noirceur, de la pénombre. Il peine parfois à y arriver, et encore une fois, ça peut être parfois utile aussi pour cacher la misère de certains effets spéciaux qui sont pas forcément toujours bien gérés, mais en même temps, encore une fois, il y a quelque chose, il y a une envie de faire ça, il y a une vraie générosité dans les créatures, dans le bestiaire, c'est crado, et encore une fois, je vous dis, il y en a qui sont pas forcément toujours réussis en termes de créatures, de bestiaire, la production design n'est pas toujours parfaite, mais il y a des moments par contre où elle est vraiment ultra réussie, et on sent une implication totale en fait dans toutes les couches en fait de fabrication du film. Donc même dans ces petits moments ratés, moi je trouve que c'est toujours rattrapé par ces petits moments de sidération qui arrivent à produire le film. Et globalement, et ça c'est vraiment si on veut pinailler, le film reste quand même globalement hyper intéressant et hyper immersif, et on est à fond dedans. Moi qui suis pas fan de Stranger Things par exemple et de ce qu'il propose sur le monde à l'envers, etc., moi, je suis pas un immense fan. Alors, faut que je découvre les 2 dernières saisons, mais en tel voilà, ça m'a un peu laissé de côté. Je trouve que là vous avez une belle alternative, très 80s sur le fond, parce que je parlais de toutes ces références que sont Barker, Carpenter, Cronenberg, qui sont dans leur approche très 80 aussi, très années 80, et bah là vous avez cette approche très 80, mais en même temps sans que le film soit trop, et je parlais de film d'août tout à l'heure, mais je trouve que le film n'a pas cette approche trop complaisante des années 80, c'est jamais cynique, c'est toujours plein de bienveillance, plein d'amour, on n'est pas dans une approche, c'est-à-dire que la mise en scène du film est très contemporaine en fait, c'est-à-dire qu'il va chercher des motifs esthétiques, des motifs mythologiques, des motifs narratifs très années 80, mais en essayant justement de les réadapter dans une approche contemporaine. Donc finalement c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même une réappropriation. Comme les motifs esthétiques, narratifs, mythologiques sont aussi, les 2 auteurs se la réapproprient, sans que ce soit encore une fois un copier-coller bête et méchant qui n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc voilà, il y a une vraie personnalité. Je vous conseille d'aller voir, au passage, je vous parlais tout à l'heure de Psycho Gorman, qui est dans un tout autre genre, même si on est dans l'horreur, un peu craspec aussi, avec très artisanal, avec The Void, on est un petit peu dans cette même démarche, mais dans un contexte narratif très différent, très années 80 dans une certaine mesure aussi, mais de manière différente. Donc je vous conseille d'aller découvrir sa filmographie, et j'ai hâte de voir ses futurs projets, parce que je trouve que c'est un type qui est fondamentalement sympathique. Et pour le coup, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intimé, cette courte vidéo, court podcast, à aller découvrir la chose, mais vraiment, je vous intime vraiment très très ardemment d'aller découvrir, je pense que vous ne serez pas déçus, si vous avez comme moi, si vous suivez la chaîne, vous avez comme moi les mêmes passions pour le fantastique, l'horreur et la science-fiction, et le genre de manière globale. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée, je vous remercie de votre écoute, et je vous fais plein de bisous, à très bientôt, salut!